Embarquez pour la Lune, avec First Man, le nouveau film de Damien Chazelle, et avec 3h56, une série originale Europe 1. Cette Lune qui paraissait si lointaine, dont on ne connaissait pas la distance, tout d'un coup, ça devenait un territoire sur lequel on pouvait marcher. Il y a quelque chose de l'ordre de l'impossible qui devient vrai. I believe that this nation should commit itself, landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Ignition sequence start. 3h56. Au moment même où Armstrong mettait le pied sur la Lune. That's one small step for man. À 86 ans, Hubert Reeves est une légende de l'astrophysique qui garde en permanence le souci de vulgariser les sciences. Un astéroïde porte aujourd'hui son nom. Le jour où l'homme a marché sur la Lune, j'étais au Canada. J'étais avec mes enfants, nous étions devant la télévision et c'était un jour évidemment extrêmement important. C'était une telle aventure que nous étions tous là, bouche ouverte, complètement stockés par ce qui se passait. C'était pour moi un grand moment. Les enfants étaient petits, mais ils étaient eux-mêmes pris dans cette espèce d'ambiance de quelque chose de grandiose qui se passait. C'était comme une festivité aussi, de voir cela en direct qui paraissait tellement incroyable. C'est ça dont je me souviens aussi. C'était l'été, il faisait chaud, c'était humide et on était bloqués devant la télévision et on regardait. Vraiment, c'était un grand moment. Il est prévu qu'à 7h01 demain matin, ou quelques heures avant, Neil Armstrong, 39 ans, citoyen américain, yeux bleus, cheveux blonds, marchera sur la Lune. Cela, s'il n'y a pas de problème, si tout continue à fonctionner à la perfection, comme les ingénieurs l'ont voulu, comme les ordinateurs l'ont écrit. On se demandait, est-ce que ça va réussir? Donc, le ouf, quand on a vu ces gens qui se sont mis à marcher sur la Lune, c'était un ouf de soulagement. C'était plus de 10 ans d'efforts composés par des milliers de gens partout dans le monde. Et c'était un effort communautaire. Pour moi, le grand bonheur de voir que ça avait réussi. On a marché sur la Lune. C'est une question qui passionne nos auditeurs. Et au cours des dizaines d'années à venir, vous allez assister non seulement à une révolution scientifique et technique, mais à une révolution intellectuelle qui va être l'événement du XXe siècle. Une étoile à neutrons qui brille en 2 points. Je travaillais moi-même à cette période à la NASA, c'est-à-dire j'enseignais justement à des futurs professeurs la physique de l'espace et je suivais ces événements. J'avais déjà fait le tour de tous les laboratoires de la NASA parce qu'on avait une centaine d'étudiants et on leur enseignait donc la physique de l'espace et c'était une période fastueuse. On nous prêtait un Boeing 707 et on partait faire le tour de tous les laboratoires de la NASA. On était allé voir au Cap Canaveral, on avait vu un lancement de satellite, on avait vu les laboratoires lunaires où les gens pratiquaient à sauter. Vous savez, ils mettaient des espèces de grands élastiques dans le dos pour s'habituer à un champ de gravité plus faible. Pourquoi je crois qu'il est important de connaître l'espace? Je dirais que ça fait partie d'un mouvement de l'humanité. L'humanité est une espèce qui a un besoin de toujours aller plus loin. D'abord, ça a été l'exploration de la planète un peu partout, d'aller dans les coins les plus reculés, les plus dangereux. Ce que disait M. Hillary quand il est monté sur le mont Everest. Les gens lui ont demandé « Mais pourquoi êtes-vous allé sur le mont Everest ?» Il a dit « Parce qu'il était là. » Donc, je trouve que ça fait partie de la nature humaine que cette volonté d'aller plus loin. Et il y avait aussi le fait que c'était pour la connaissance, savoir comment ça marche, comment ça fonctionne, ce fameux univers. Donc, d'avoir des possibilités d'aller se renseigner sur place, de découvrir l'origine du système solaire, d'où vient le Soleil, d'où vient la Lune, quel est l'historique de l'univers. C'est ça qui a toujours été mon domaine. Moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est de connaître, c'est de savoir, c'est d'apprendre des choses. La connaissance pour la connaissance. Tant mieux si ça sert à quelque chose, tant mieux si ça permet de gagner de l'argent ou de faire des progrès en médecine ou en géologie. Mais c'est pas mon domaine. Mon domaine, c'est qu'est-ce que c'est que cet univers dans lequel nous sommes nés un beau matin. Pendant des milliers d'années, des centaines de milliers d'années, le ciel, les étoiles, c'était quelque chose d'inconnu. Qu'est-ce que c'est que ces petits points lumineux qu'on voit dans le ciel? Est-ce que c'est proche? Est-ce que c'est loin? Et surtout, la question qui se posait, est-ce que ça nous veut du bien?
On voyait souvent dans des légendes populaires la crainte du ciel. C'était quelque chose d'un peu terrifiant. Mais il y avait aussi des rapports plus familiaux qui considéraient que les étoiles nous envoyaient des messages, que les étoiles jouaient dans notre avenir et tout ça. Ce que la science a changé, c'est de montrer un tout autre rapport avec les étoiles. Et ce rapport absolument stupéfiant qui est de dire ces petits points lumineux, cela a un rapport dans le sens que les atomes dont nous sommes formés viennent de là. Ce sont grâce aux galaxies, grâce aux étoiles, que nous sommes là, que nous sommes des poussières d'étoiles, que les étoiles sont nos grands-mères. C'est ça qui est la bonne nouvelle que la science nous apprend. C'est donc dans l'espace que les astrophysiciens recherchent les origines de l'humanité. C'est aussi le territoire de leurs futures découvertes. Mais pour l'homme d'aujourd'hui, à quoi sert concrètement la conquête spatiale ? Quand Hubert Reeves dit qu'aller dans l'espace, ça permet d'augmenter notre connaissance, c'est la réalité. Jean-Yves Le Gall, président du Centre national d'études spatiales. Vous avez tout l'espace automatique, les satellites. Quand vous envoyez des SMS, ça passe par des satellites. Donc ça, c'est l'espace utile. Avec Galiléo, vous faites des créneaux maintenant automatiques quand vous vous garez. Donc c'est l'espace utile au quotidien. Ensuite, vous avez l'espace découverte. Ce sont les sondes automatiques qui vont explorer les planètes, les astéroïdes, les comètes. Et puis, vous avez l'espace, le vol habité. Et le vol habité, je crois que ça permet de repousser toujours plus loin les limites du rêve. Ça permet d'aller sur place. Pour notre vie au quotidien, il y a l'aspect de médecine. Alors encore, si vous voulez, la médecine spatiale, d'abord, au début, c'était la médecine qui permettait d'aller dans l'espace. On se demandait comment les astronautes allaient se comporter. Et donc, pour aller dans l'espace, il fallait avoir un suivi médical poussé. Mais ensuite, les choses se sont inversées dans la mesure où il y a un certain nombre d'évolutions du corps humain qui, malheureusement, quand on vieillit, sont irréversibles. Et lorsqu'on va dans l'espace, elles sont réversibles. L'exemple qu'on donne habituellement, c'est l'ostéoporose. Lorsque vous vieillissez, vous avez les os qui se décalcifient. Lorsque vous allez dans l'espace, il y a ce phénomène. Mais ensuite, lorsque vous revenez, par chance, il se recalcifie. Et comme tout ceci se fait en accéléré, eh bien, ça permet de comprendre les mécanismes et donc, à partir de là, d'avoir une meilleure compréhension et de trouver des médicaments qui vont nous permettre de vivre plus vieux et surtout en meilleures conditions. Si on reparle du vol de Thomas Pesquet, il avait 2 sujets lors de son vol, les matériaux, donc voir comment les matériaux se comportent dans l'espace, et notamment en apesanteur, et puis les aspects médicaux. Et là aussi, il y a des publications qui sont en train d'être écrites parce que ça permet d'avoir en quelque sorte un vieillissement en accéléré et un vieillissement réversible. Dans le domaine spatial, vous savez, je crois qu'on peut rêver de satellites qui permettent d'abord d'améliorer notre vie sur la Terre. Il faut voir que la question du changement climatique, qui est de plus en plus présente, sur les 50 variables climatiques qui permettent de décrire le climat, 26, c'est-à-dire plus de la moitié, ne peuvent être observées que depuis l'espace. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de satellites qui auscultent le pouls de notre planète. Il y a aussi tout ce qui a trait aux télécommunications, les réseaux sociaux, le fait que l'information circule à la vitesse de l'éclair grâce aux satellites. Et puis, il y a l'exploration. Et là encore, les sondes que nous envoyons, ce qu'on voit est absolument extraordinaire. Et puis, il y a les missions, la Lune, Mars. Il faudra du temps, mais on voit bien que ça fait rêver et ça apportera in fine quelque chose. Aujourd'hui, je crois qu'on a quand même une vision finalement beaucoup plus pragmatique de la conquête spatiale. La seule chose dont on puisse être sûr, c'est qu'on est sûr de rien. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Et vous, Hubert Reeves, qu'auriez-vous dit en marchant sur la Lune à la place de Neil Armstrong ? Si j'avais été de ceux qui ont marché sur la Lune, mais là, vous me posez une colle. Non, je dois vous dire, franchement, je ne peux pas me mettre dans cette situation. C'est pas assez réaliste pour moi pour que je puisse vous dire ça. Donc, je pourrais rien vous dire. C'est trop distant, c'est quelque chose de tellement étrange, cette idée de marcher sur la Lune. Oui, c'est ça. Je ne sais pas ce que j'aurais dit. 3h56 est une série originale produite par Europe 1 en partenariat avec Universal. Aux commandes, pour vous faire revivre les premiers pas de l'homme sur la Lune, Claire Hazan à la direction éditoriale, Alain Siroux, Jean-Philippe Ballas, Laure d'Autriche et Fanny Rascle pour la série d'entretien, Marco Grunfeld à la production et Olivier VR au mixage.
Découvrez l'ensemble de la série sur le site ou l'application Europe 1, sur Apple Podcasts ou sur vos plateformes habituelles d'écoute. Et pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous. Pour continuer le voyage vers la Lune, ne manquez pas First Man, le nouveau film de Damien Chazelle avec Ryan Gosling dans le rôle de Neil Armstrong. Neil, si ce vol est un succès, vous entrerez dans l'histoire. Nous ne prévoyons rien d'autre qu'un succès sur ce vol. First Man, l'histoire du premier homme sur la Lune, l'aventure unique de la mission la plus dangereuse de l'histoire. Le 17 octobre au cinéma.